Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette première conférence. Nous faisons l'ouverture avec les compétences transfert et compétences eau assainissement de ce cyclo 2019. Alors pour cette première conférence, on va donc aborder cette question du transfert de compétences. C'est une question cruciale. On va tout d'abord faire un constat global en partant des enjeux nationaux pour arriver plus précisément évidemment aux enjeux de la Gironde. On va parler des enjeux environnementaux, des questions de gouvernance aussi, mais de la problématique de l'émiettement des services. Dans un second temps, nous allons parler de la rédaction, de l'aide à la rédaction du cahier des charges de consultation d'AMO pour les études préalables. Et puis on terminera avec un cas concret, celui de la Cali, où nous verrons comment ça a été fait et puis comment ça se passe, un bon retour d'expérience. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Leslie Chasse, chargée de mission à Territoire Conseil Banque des Territoires, Jean-Michel Martin, chef du service équipement public de l'eau, et Michel Miller, qui va remonter sa chaise parce que sinon on ne va plus du tout vous voir. On va régler la question. Conseiller communautaire délégué à la préfiguration des futures compétences eau et assainissement de la Cali. Et vous voyez, il sait tout faire. On va commencer avec un regard un peu distancié, celui de Leslie Chasse, qui va nous dresser tout d'abord un constat et nous rappeler les enjeux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, Territoire Conseil, c'est un service d'intérêt général de la Caisse des dépôts qui accompagne les élus, notamment dans les territoires ruraux, sur les différents champs de compétences qu'ils doivent mettre en œuvre. Et pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, on a amené quelques petits guides sur le transfert des compétences eau et assainissement. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous servir. Et je suis avec ma collègue Sylvie Jansolin, qui est aussi chargée de mission sur les questions plus de finance, fiscalité et de syndicats au sein du service. Alors, une petite prise de recul par rapport à ce sujet de l'eau et l'assainissement. Donc, ce sont des compétences très structurantes au sein des territoires qui prennent une importance accrue ces dernières décennies, notamment du fait d'enjeux environnementaux prégnants. Faire face au changement climatique et notamment gérer la ressource en eau qui est décroissante, même dans certains territoires de montagne, qui plus est dans un territoire comme la Gironde qui est soumis à de fortes canicules. Il y a la question des pollutions aussi, qu'elles soient diffuses ou directes, qui menacent la ressource et les points de captage. Et puis la pression sur les milieux avec l'urbanisation galopante, notamment dans votre territoire, vous êtes assez exposés. Au niveau de la gouvernance, il y a un réel enjeu de structuration et de visibilité des missions opérées et des maîtrises d'ouvrage dans les territoires, puisqu'il y a un émiettement des services qui est vraiment très important. On est souvent sur des gestions de 2-3 communes jusqu'à 30 communes, voire plus dans certains territoires qui sont plus structurés. Mais par rapport aux réglementations qui sont de plus en plus pressante et à la complexité croissante de l'exercice des missions, il y a une question à se poser par rapport à la performance des services. Il y a aussi la question de la solidarité entre les territoires pour l'accès à l'eau. Vous êtes un territoire qui potentiellement est en pénurie pour certains pics de canicule. Donc comment on peut régler le problème, anticiper au mieux et puis prévoir ça dans les aménagements. Il y a vraiment un lien à avoir avec l'ensemble des compétences que vous gérez dans les territoires et notamment au niveau intercommunal avec la planification via les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, mais aussi en corrélation avec la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui est obligatoire depuis l'année dernière pour les EPCI. La question, c'est se donner les moyens de pouvoir intervenir et conduire un véritable projet de territoire autour de l'eau dans les territoires, ambitieux, et avoir les moyens d'investir, ce qui n'est pas toujours faisable à l'échelle uniquement communale. Et puis, avant tout, l'idée, c'est de garantir le service aux usagers et notamment améliorer la performance des services. Sans oublier le cadre réglementaire, puisqu'on a une directive cadre européenne qui oblige ou qui vise le bon état des masses d'eau à horizon 2027. 2027, c'est demain. Donc, pour s'y préparer, il faut vraiment anticiper. Et puis, bien sûr, la loi NOTRe et la récente loi Ferrand de 2018 qui précise les modalités de transfert des compétences eau et assainissement. Puisque depuis cette loi, pour les communautés de communes qui n'exercent pas les missions
de l'une ou l'autre des compétences, eau et assainissement, elles ont la possibilité de reporter le transfert obligatoire prévu normalement en 2020 jusqu'en 2026. Bonjour à tous. La présentation En revanche, pour ce qui est des communautés... Faites une pause, on va les laisser faire leur annonce. D'accord. Des fois, c'est continu, donc l'idée, c'est de couvrir le son. Pour celles qui exercent, pour les communautés de communes ou d'agglomération qui exercent, enfin plus pour les communautés de communes qui exercent la compétence assainissement non collectif, elles ont malgré tout la possibilité de reporter jusqu'en 2026. Cette possibilité s'offre via ce qu'on appelle une minorité de blocage qui est exprimée par les communes qui délibèrent. Et si 25% des communes d'un territoire représentant 20% de la population s'expriment contre ce transfert en 2020, à ce moment-là, le report peut se faire jusqu'en 2026. Et il faut qu'elle l'exprime avant le 1er juillet 2019, qui arrive à grands pas. Je crois savoir qu'il y a de nombreuses communes en Gironde qui ont fait le choix de reporter en 2026. Pour autant, c'est un transfert de compétences qui nécessite beaucoup de préparation, des études préalables, on va en parler. Et l'idée, c'est vraiment de se préparer pour mettre en ordre les choses et mieux connaître son patrimoine, son état, et voir quels sont les investissements nécessaires et quels sont les plans pluriannuels d'investissement que vous pouvez conduire dans les prochaines années. Et puisque 2026, ce n'est que la date butoir, mais vous avez le prochain mandat 2020-2026 pour vous organiser. Et les modalités, les leviers de financement, ils sont disponibles en ce moment, notamment via le 11e programme, qui va vous permettre notamment de financer les études préalables de transfert. Ces études, elles relèvent des champs techniques, financiers et administratifs, notamment la gestion du personnel. Ça nécessite aussi une large concertation avec l'ensemble des partenaires locaux, des acteurs locaux. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. En moyenne nationale, on est plutôt autour de 18 mois à 2 ans. Et on était en Corrèze la semaine dernière où on disait que c'était plutôt 2 ans à 3 ans pour réaliser l'ensemble de ces études. Et ça vous laisse aussi le temps de formaliser un projet politique autour de l'eau, comme je le disais, et surtout de vous coordonner avec vos voisins, même si votre optique, c'est de repousser le transfert de la compétence. Pour autant, il y a des petites choses simples comme harmoniser vos systèmes d'information géographique pour ne pas avoir à tout refinancer une fois que vous serez fusionnés. Voilà, il faut se parler entre vous. Et la question des financements, elle est prégnante. Les dotations sont limitées, donc il faut profiter des leviers dont vous disposez actuellement. Et dans le cadre du 11e programme, M. Martin va pouvoir vous en parler. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je vais vous présenter la procédure d'études préalables au transfert. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre général de toutes ces études, il y a 3 phases. Une phase, la première phase, qui est l'état des lieux, qui est une phase qui est primordiale, qui est très importante. Pourquoi ? Parce que dans cette phase, vous devez prendre connaissance de tout le patrimoine des collectivités, mais que ce soit le patrimoine technique, financier, administratif. Il y a des enquêtes de terrain, bien sûr, puisqu'il y a des visites d'ouvrages, il y a des expertises d'ouvrages, de fonctionnement. Il y a une synthèse et une analyse des services. Quels moyens, quelles méthodes d'exploitation. Il y a aussi, bien sûr, toute la partie avec les évolutions de l'urbanisme, regarder l'équipement du territoire, la situation financière des collectivités, l'endettement, le prix de l'eau et de l'assainissement, et enfin de voir avec la nouvelle structure qui prendra la suite, voir un peu à l'échelle de cette nouvelle structure quelles sont ses futures compétences. Ça, c'est la phase 1 qui prend relativement du temps. Suivant les données que les collectivités peuvent. Il y a des collectivités qui connaissent parfaitement leur patrimoine, d'autres collectivités qui le connaissent un peu moins bien. Et c'est surtout dans ces cas-là qu'il va falloir être beaucoup plus précis sur l'étude pour qu'à la fin de l'étude, on ait une connaissance parfaite du transfert qui va être réalisé. Sur la phase 2, c'est le projet commun. Donc, bien sûr, ce projet commun, il est étudié et proposé au vu de la réglementation, que ce soit autorisation de prélèvement, autorisation de rejet pour les stations. Au niveau du service à l'usager, parce qu'il faut regarder quel service est fourni à l'usager sur les maîtres d'ouvrage existants et quel
services la nouvelle structure souhaite mettre en œuvre auprès de l'usager. Bien sûr, la gestion patrimoniale, comment sont gérées les collectivités aujourd'hui, comment elles seront gérées avec la future structure, les objectifs du service, je l'ai dit, l'organisation et les moyens, parce que c'est bien de structurer, mais derrière, il faut organiser en moyens matériels, en moyens humains. Puis, bien sûr, c'est important, très important dans cette phase, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut réaliser un plan pluriannuel d'investissement sur 10 ans ou 20 ans, mais il faut quand même regarder quelles vont être les contraintes et les investissements réalisés sur le territoire concerné. Et bien sûr, il y a une analyse financière, puisqu'il faut mesurer aussi l'impact de ces investissements ou de ces remises à niveau d'ouvrages ou autres sur le financement de la collectivité, de la future collectivité, et bien sûr sur le prix de l'eau que supportera l'usager. Et enfin, la phase 3, c'est la mise en œuvre concrète du transfert. C'est de bien présenter le devenir des personnels, puisqu'il y a des collectivités qui ont des structures techniques, administratives, d'autres qui n'en ont pas. Donc c'est important, il y a le côté humain, donc il y a toute une étude à faire sur ce transfert de personnel. L'adaptation au service, bien sûr, les aspects financiers, c'est ce que je vous disais, le transfert du patrimoine, les résultats d'exploitation des DSP, la mise en œuvre des tarifaires. Une chose importante, c'est que dans le cas d'un transfert, il n'y a aucune obligation sur un territoire donné à avoir un délai pour avoir un prix unique de l'eau ou de l'assainissement. Ça, c'est la tendance, mais sur un territoire donné, il pourra y avoir plusieurs tarifications s'il y a des impossibilités pour arriver avec l'effet ciseaux, d'arriver à un prix de l'eau unique. Et puis il y a l'aspect juridico-administratif, bien sûr, puisqu'il y a aussi le transfert de tous les contrats qui sont en cours dans les collectivités, que ce soit des contrats d'exploitation, que ce soit des marchés publics, puisque ces contrats doivent aller et vont aller à leur terme, donc ils sont transférés à la nouvelle structure. Donc toute cette partie administrative relativement lourde à mettre en place. Alors quelques conseils, c'est au vu des différentes études déjà réalisées, c'est qu'au départ, il faut avoir un planning réaliste. Alors des fois, il y a des contraintes de temps qui vont faire que l'étude doit se dérouler en 6 mois, 9 mois. Mais une étude de cette importance, on s'aperçoit que pour bien la réaliser, pour bien se poser, pour bien étudier les projets futurs, il faut au moins entre 18 et 24 mois pour réaliser une étude. Ça dépend aussi, bien sûr, de l'importance du territoire. Si la future structure a 30 communes, la future structure en a 100, le travail d'étude ne sera pas le même dans le temps. C'est bien sûr associer tous les partenaires, l'ensemble des partenaires, que ce soit les élus, bien sûr le personnel impacté, mais également les usagers. Il faut vraiment qu'il y ait une communication importante pendant toute la durée de l'étude. Associé, le partenaire, je vous l'ai dit, il y a un comité de suivi, ça c'est classique, vous connaissez le processus de toutes ces études. Et puis bien sûr, il y a une obligation pour garantir la réussite que les élus, maîtres d'ouvrage actuels et les futurs élus, s'impliquent fortement dans cette étude et portent l'étude. Parce que sans l'implication des élus, l'étude, elle n'aboutira pas ou elle n'aura pas la qualité désirée. Voilà. Bon là, alors oui, en 2017, avec le partenariat de l'Agence de l'eau, on a proposé un document type, un cahier des charges type qui sert à recruter l'AMO, qui sera le prestataire pour réaliser l'étude. Donc ce cahier des charges est à la disposition des collectivités. Il a été validé, il est validé par l'Agence de l'eau et puis par le département. Et il est intégré dans le 11e programme de l'Agence de l'eau. Donc pour la partie financière, vous en avez parlé, ces études sont fortement aidées par l'Agence de l'eau dans le cadre de son 11e programme, puisque en fonction des critères d'éligibilité, l'Agence de l'eau peut aller jusqu'à 50% de subvention sur ce genre d'études. Et le département de la Gironde, depuis l'année dernière, a décidé de participer en appui de l'Agence de l'eau au financement de ces études. Alors c'est 10% sur le montant de l'étude. Alors juste pour la Gironde, pour vous présenter la Gironde, on a mis des couleurs pour flasher un peu. Sur l'eau potable, là, en Gironde aujourd'hui, en 2019, il y a 92 mètres d'ouvrage. Il y a une métropole, une communauté d'agglomération, 2 communautés de communes, 43 syndicats intercommunaux et 45 communes qui ont compétence pour l'assainissement. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de mètres d'ouvrage. Sur l'assainissement collectif, là, il y a 133 mètres d'ouvrage.
toujours une métropole. Il n'y a pas, pardon, c'est moi qui fais trembler. Il n'y a pas de communautés d'agglomération à ce jour qui ont compétence pour l'assainissement collectif. Il y a 3 CDC, 35 syndicats et 94 communes isolées. Donc sur ce territoire, c'est sûr qu'actuellement, en 2019, il y a la communauté d'agglomération du Libournais qui est en cours de réalisation de l'étude de fusion, puisque les communautés d'agglomération ont une échéance, elle, qui ne peut pas être repoussée et qui est au 1er janvier 2020. Donc aujourd'hui, mais M. Miller va vous en parler mieux que moi, il y a une étude de fusion sur la Cali. Il y a une étude de fusion qui va démarrer, mais là, ça va être très très juste, mais elle va démarrer sur la Cobane, c'est-à-dire sur la communauté d'agglomération du Nord-Bassin. Et il y a une étude de fusion sur la CDC du Val-de-Leyre, qui est aujourd'hui pour 2020 la seule CDC qui va prendre la compétence au 1er janvier 2020. Voilà. Et là, je vais laisser la parole à M. Miller. Merci, M. Martin. Bonjour, Madame, Messieurs. Donc, Jean-Michel Martin a fait la moitié de mon travail en expliquant tout ce qui vient de se faire. Donc, nous sommes partis depuis un bon moment, puisque la communauté d'agglomération a l'obligation au 1er janvier 2020, mais il y a eu beaucoup de tergiversations entre les sénateurs et les députés qui nous ont retardés pour avoir vraiment le décret en disant que c'était obligatoire. Donc on a perdu pas mal de mois qui nous seraient bien bénéfiques, mais pour qu'on essaye de rattraper. Donc je vais laisser parler les autres. Donc je vais vous expliquer notre situation. 90 000 habitants sur 44 communes, avec plusieurs syndicats, dont un tout petit syndicat, les Bio, la Lande de Pomerol, dont je suis le président, et une commune, la commune de Pomerol, qui vous parle par le prestige, qui est rattachée à un syndicat qui fait partie de la communauté de communes du Grand Saint-Émilion. Le syndicat d'Arvers qui est sur 3 CDC, sur 3, et la vallée de l'Isle qui elle aussi est sur 2, sur la Cali et sur une autre communauté d'agglomération, communauté de communes, pardon. Voilà. Et la ville de Libourne, évidemment, la ville-centre, 25 000 habitants, qui a un statut à part. Donc l'idée, c'était de travailler ensemble pour regrouper, pour travailler pour le regroupement, ce qui est en train de se faire. Donc aujourd'hui, vendredi prochain, après-demain, on a le retour de la phase d'études qui s'est passée depuis début janvier. Donc le cabinet Cogite, qui travaille aussi avec le cabinet Merlin de Saint-André-de-Cubzac, que vous connaissez sûrement, a fait l'état des lieux et va nous faire la synthèse vendredi de tout ce qu'ils ont collecté. Et après, c'est la deuxième phase qui, elle, va être nos choix. Donc, on va réfléchir jusqu'à la fin août pour essayer de trouver le meilleur scénario possible. Et pour que boucler au mois d'octobre grand maximum, parce qu'après, il faudra mettre en œuvre. Il y a aussi tout le problème de Jean-Michel Martin le disait, les problèmes de personnel. Il y a aussi des problèmes assez importants à régler avec les perceptions, parce que fermer les syndicats, la continuité administrative avec la Cali va se faire, mais bon, ça risque d'être lourd aussi. Donc, il y aura quand même beaucoup de travail dans les 6 derniers mois qui vont arriver avant de boucler. Et après, on continuera à travailler, on se fera accompagner, parce que ce n'est pas le 2 janvier que tout sera réglé, loin de là. Les perspectives, parce que les perspectives, c'est à long terme, avoir un prix commun de l'eau, avoir peut-être voir avec les fermiers, puisque j'ai oublié de dire, sur le site, il y a plusieurs fermiers et il y a une régie. Donc tout ça va être à mettre en musique. Et donc on va se faire accompagner après le 1er janvier 2020, justement, pour compléter qu'est-ce qui peut se faire et les échéances dans les investissements. Bon, on travaille aussi avec le SMEGREV pour les châteaux d'eau, enfin pour l'agence Adour-Garonne qui, alors,
On parlait de financement. Bon, on a eu de chance dans le retard de nos chers parlementaires, parce que en 2018, l'agence finançait à 75% l'étude, et malheureusement, elle ne finance plus qu'à 50%. Donc, on a perdu 25%, mais comme le coût de l'étude est moindre que ce qu'on avait prévu, donc... Et on pensait que le département allait nous donner quelques sous, mais c'est pas évident. Donc, voilà, donc l'étude coûtait quand même 140 000 euros de mémoire. Ouais, c'est ça? Hors taxe, 140 000 hors taxe. J'ai mon technicien Mathieu qui est parmi nous. Voilà, donc on travaille un peu dans l'urgence. Bon, un cas d'école très intéressant. Moi, je suis le président d'un petit syndicat de 2 communes. On a à peine 2000 habitants. Donc, une fois qu'on sera noyé dans la masse des 90 000, on n'existera plus trop vraiment. Mais bon, c'est un changement. Et puis, comme notre président qui pense qu'on est des vieux Gaulois, on a des vieux Gaulois sur le territoire de la Cali, puisqu'il y a beaucoup de monde qui était attaché, des présidents qui sont là depuis des décennies et depuis plusieurs mandats, et la disparition de leur syndicat, parce que c'est leur syndicat, passe pas trop bien. Mais bon, ça aussi, c'est une partie humaine assez importante à gérer, qu'on arrive quand même à traiter. Et c'est un sacré challenge qu'on a. Mais je remercie une nouvelle fois Jean-Michel Martin et Madame Daumont, là, particulièrement M. Cotemont de l'agence Adour-Garonne, qui nous ont énormément aidés, ne serait-ce que pour le cahier des charges qui a été écrit et qu'on a travaillé ensemble, et toutes les aides au quotidien que le département ou l'agence nous porte, puisque c'est quand même... une expérience nouvelle et compliquée et lourde. Donc, merci à vous, Monsieur Martin, une nouvelle fois. Voilà, donc je suis prêt à répondre à vos questions si vous voulez. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette présentation. Dans la salle, forcément, ça a suscité des questions. Non ? Moi, j'en ai une petite. Est-ce qu'on peut, par exemple, décider de transférer une compétence et pas l'autre? Est-ce qu'on peut transférer l'eau et pas l'assainissement? Oui, tout à fait. Elles ne sont pas groupées. Vous pouvez, si vous êtes plus en avance sur l'une ou l'autre, vous pouvez choisir de la transférer en premier et puis d'attendre 2 ans ou 2026 pour prendre l'autre si vous êtes une communauté de communes. Est-ce que ça vous a donné envie de poser une petite question? Bonjour. Pour l'exemple d'une agglomération pour une commune qui est gérée en assainissement par un syndicat, comment ça se passe pour le pluvial à partir de 2020? Alors, merci monsieur. Je disais à monsieur Martin à parté. Le plus gros souci du transfert, c'est qu'ils ont ajouté l'eau pluviale de Bourg, pas les eaux de fossés, puisque ça, c'est la GEMAPI. Et donc ça, c'est vraiment la grande innovation qu'on va traiter en deuxième, parce que la priorité, c'était quand même l'eau, l'assainissement collectif et individuel. Et là, c'est un gros chantier qu'on va travailler. Alors, je n'ai pas de réponse tout de suite aujourd'hui. Je voulais vous en parler. J'ai oublié dans mon exposé d'en parler, puisque l'eau, l'assainissement collectif individuel, on sait faire. Il y a des recettes, il y a des dépenses. Donc, c'est un transfert assez simple. Mais les eaux pluviales, ça va être la Cali qui va payer ces travaux. Et sur quel fond? Sur le fond de la caisse de la Cali. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les grandes villes que sont Libon, Coutras, Saint-Denis-de-Pile. Ils ont vers où il y avait des communes qui bougent beaucoup. Donc là, il y aura des travaux. Et nous aussi, on est en train en même temps d'avancer avec le cabinet d'études, si vous voulez, pour voir comment on va pouvoir organiser ça, les financements, quel budget la Cali va mettre, les programmes qui sont, parce qu'il y a beaucoup de petites communes rurales, mais qui n'empêchent pas qu'ils peuvent faire aussi des travaux. Donc là, pour le moment, c'est le point d'interrogation. Alors je suis désolé, je peux pas. On est en plein dedans et je ne peux pas vous dire plus.
Une autre question? Merci. Yves Legat, IRSTE à Bordeaux. En matière d'eau potable, est-ce que vous en profitez à la Cali pour faire une forme de schéma directeur avec, excusez-moi, possiblement des interconnexions entre les différents services qui vont composer l'entité finale? Ça sera possible. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'était vraiment l'état des lieux. Hein. On était à la première phase qui a été expliquée. Mais le but de la manœuvre, oui, c'est de pouvoir faire des interconnexions entre aujourd'hui des syndicats qui ne se parlaient pas, ou qui se voyaient mais qui ne se parlaient pas, et justement, avec le SMEGREV et compagnie, voir où mettre un nouveau château d'eau, puisque problème d'eau, d'alimentation. Donc on raisonnera après territoire. Et c'est sûr qu'il y a des bouclages, que plutôt faire des extensions. Si le village d'à côté est à 200 mètres, ça se fera, puisqu'on aura la main, si vous voulez, sur tout le territoire. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas encore tout, puisqu'on n'a pas tous les éléments. On ne connaît pas encore si entre, par exemple, la commune des Billots et la commune de Saint-Denis-de-Pile, j'ai un village qui est juste à côté. C'est plus astucieux qu'on alimente par la commune des Billots, qui est à 200 mètres, qu'à 3 km le bourg de Saint-Denis-de-Pile. Donc ça, il y a et puis des connexions de réseau, et puis de stations d'épuration aussi. Ça, c'est sûr que le but, c'est ce que je vous disais dans l'accompagnement, dans essayer le but quand même de ça, c'est de fédérer et d'arriver un jour à économiser, à faire baisser les coûts au assainissement. Alors là, c'est un vœu pieux d'une dizaine d'années minimum, mais le côté technique, justement, profiter que la Cali rassemble tout le territoire pour justement amener des améliorations techniques. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais au début de l'étude, dans la deuxième phase, c'est bien sûr, il y a un programme pluriannuel, mais c'est aussi dans cette phase-là d'arriver à proposer un schéma directeur de l'eau, un schéma directeur de l'assainissement, puisque ça va engager la nouvelle collectivité sur plusieurs années. Et donc, l'idée, c'est de réaliser des schémas. Bon, alors, sur la Gironde, sur la partie eau potable, on a l'avantage, on a eu un SAGE profonde, donc on a l'ensemble du territoire qui est couvert par des études diagnostiques pour chaque service. Donc ça peut très facilement passer à un schéma directeur. Et pour l'assainissement, l'ensemble des schémas directeurs d'assainissement ont été réalisés. Ça nécessitera de le faire en commun sur le nouveau territoire. Mais le but, c'est d'arriver à avoir un schéma directeur de l'eau, un schéma directeur de l'assainissement dans la deuxième phase de l'étude. Une autre question. Un récidiviste. Oui. J'avais une autre question qui est peut-être un peu plus politique. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que ça peut représenter, alors c'est une question que j'adresse à l'ensemble des intervenants, est-ce que ça peut représenter l'opportunité d'une certaine mutualisation des coûts liés en particulier à la gestion du patrimoine entre les parties les plus rurales et les parties les plus urbaines des nouvelles entités regroupées? Puisque dans les parties urbaines, on sait que le coût est mutualisé entre plus d'abonnés au mètre linéaire de canalisation, hein, que ce soit en assainissement ou en eau potable, alors que dans les parties plus rurales, on est plus dispersé et les coûts sont moins mutualisés, enfin, sont partagés entre moins d'abonnés, quoi. Oui, dans l'idée de ces études, le but, c'est de mutualiser les moyens, mais de mutualiser les coûts. Mais la principale priorité de l'étude, c'est que le service aux usagers soit le même, que ce soit en territoire rural ou en territoire urbain, métropole ou autre. Donc ça veut dire que c'est sûr et certain qu'il y aura une mutualisation sur le territoire entre les zones rurales et les zones plus urbanisées. Mais en principe, on le voit comme ça, quoi. Mais la loi aujourd'hui autorise des prix de l'eau différents. Bon, l'idée, bien sûr, c'est clair, c'est d'aller vers un prix de l'eau unique ou de l'assainissement unique à terme sur le territoire concerné. Mais aujourd'hui, à cause des spécificités de chaque territoire qui vont s'unir,
Aujourd'hui, vous avez des prix qui sont différents. Ils sont différents pourquoi? Parce que techniquement, sur un territoire, vous allez avoir beaucoup plus de traitements. Sur un territoire, vous avez beaucoup de linéaires, peu d'abonnés. Ça, on ne peut pas le gommer du jour au lendemain. Et même lisser un prix ou mettre un prix unique d'un seul, c'est pas possible. Il faut un certain temps pour arriver à ce que les prix arrivent à ce prix unique. Mais ça, c'est l'idée, quoi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la mise en œuvre de ces compétences, elle est très progressive. C'est pas parce que vous avez transféré les compétences à l'intercommunalité que du jour au lendemain, toute la gestion, l'organisation va changer, que les prix vont faire la culbute vers le haut. Tout ça doit être préparé pour justement l'anticiper dans le temps, mais ça va se faire progressivement. Et comme le disait M. Martin, sur l'harmonisation des tarifs, par exemple, ça va se faire très progressivement. Voilà. Et alors, je passe le micro à ma collègue. Attendez, dans le même sujet, nous, je l'avais dit un peu dans mon préambule, que c'était au moins une dizaine d'années l'objectif pour essayer d'avoir un prix commun au assainissement. Et pour répondre aussi à votre question un peu, le 2 janvier, les gens de chaque syndicat, les administrés de chaque syndicat continueront à payer ce qu'ils payent avec leur syndicat. Les zones géographiques resteront les mêmes. Le temps qu'ils s'appelleront Cali au lieu de s'appeler SIAEP Nord-Libournais, par exemple. Mais on laissera les entités en place avec les techniciens, avec les factures, pour tant qu'on n'aura pas la lisibilité, si vous voulez, de comment on peut faire. Donc, dans un premier temps, les administrés verront le mot Cali au lieu de SIAEP. Mais ça sera la seule différence. Ils n'auront pas de problème financier par rapport aux prix qui ont été déterminés. Et les intervenants techniques seront les gens qui travaillent pour les SIAEP en question. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le prix de l'eau, c'est un calcul complexe. Hein, vous le savez, c'est un gros logiciel qui tourne pour trouver... Juste pour que tout le monde sache qui vous êtes, je vais vous demander de vous présenter. Donc Sylvie Jansolin, je travaille avec Leslie à la Caisse des dépôts, service territoire conseil. On accompagne les petites communes et l'intercommunalité sur les questions juridiques et financières. Par contre, ce qui va certainement augmenter le prix de l'eau, ça il ne faut pas le cacher aux gens, et je crois que c'est très important de le dire, c'est la qualité différente et la mise à niveau de services qui sont peut-être actuellement en dessous des normes qui vont finalement s'imposer. Là, je crois que... Alors, ça ne se fera pas tout de suite, mais à terme, il faut quand même se demander si ce qu'on veut, c'est un service plus performant et donc peut-être plus cher. Jacques Mogin, je suis le président du syndicat du CUBZAD France-AD. Et donc je trouve que c'est une belle idée d'essayer de rechercher un prix commun pour l'eau et l'assainissement, dans la mesure où, lorsqu'on parle actuellement du prix de l'eau, tout le monde convient qu'il s'agit de l'ensemble de l'eau et de l'assainissement collectif, ou bien de l'eau et de l'assainissement non collectif. Et quand donc j'observe cette riche idée, j'entends que chaque entité qui gère les systèmes, comme on le voit sur la carte, les usagers conserveront le prix qu'ils payent maintenant en dépit du contrat de progrès et du regroupement qui est en train de se dessiner. Cela veut dire qu'il ne va plus être possible finalement de payer l'eau et l'assainissement avec la facture des usagers. Il va être nécessaire de faire payer la communauté d'agglomération pour réaliser un certain nombre d'investissements liés à un nouveau schéma directeur d'eau ou d'assainissement à mettre en place. Donc ceci est de nature à provoquer une nouvelle inégalité entre les communautés d'agglomération qui vont pouvoir investir les fonds publics, c'est-à-dire l'impôt des contribuables, alors que d'autres territoires gérés au niveau de communautés de communes s'excluent finalement l'éventualité de faire intervenir l'impôt. Donc
jusqu'à présent, donc, on raisonnait en se disant l'eau doit payer l'eau. Et maintenant, je constate que la communauté d'agglomération va payer également une partie de l'eau qui sera distribuée aux usagers et l'assainissement. Oui, monsieur, non, ça n'a pas changé. L'eau continue à payer l'eau. Le service d'eau reste, comme l'assainissement reste ce qu'on appelle des SPIC, services publics industriels et commerciaux, c'est-à-dire qu'ils doivent s'équilibrer sur le final. L'équilibre, c'est la facture et non pas les impôts. Par contre, les modes de financement qui sont proposés pour d'autres modes qui existent, ce sera effectivement les subventions de l'agence de l'eau. Alors là, les subventions de l'agence de l'eau, derrière, il y a effectivement de l'impôt, mais de l'impôt national et non pas de l'impôt de la communauté d'agglo précisément. C'est un niveau beaucoup plus grand. Et puis les emprunts. L'emprunt, c'est une façon d'étirer sur plusieurs générations ou en tout cas une période assez longue, et d'éviter d'un recours à un impôt ou à une facture très élevée sur le moment même. Donc, pas de changement là-dessus. C'est toujours un SPIC et c'est toujours un financement par le prix de l'eau, l'eau paie l'eau, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de recours à l'impôt à travers la communauté d'agglo ou même la communauté de communes. Il n'y a pas de changement là-dessus. Oui, Jacques, ça sera... Non, non, non. Attendez, monsieur, on va vous repasser le micro, ça va être plus simple pour que tout le monde entende. Oui, je disais que vous induisez les gens en erreur. En effet, il n'est pas possible de prévoir les investissements tels que vous les dessinez à travers les regroupements et croire que le prix de l'eau pourra payer cette nouvelle situation. Donc, nous en discuterons, si vous voulez, autrement, mais finalement, je pense que vous induisez les gens en erreur. Oui. J'espère que non. Ça serait vraiment malheureux de ma part et ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Mais a priori, la loi n'a pas changé là-dessus. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez des budgets qui sont uniquement les petites communes de moins de 500 habitants peuvent faire une subvention au budget annexe, au budget service eau assainissement. Donc uniquement pour le moment, le recours à l'impôt, c'est-à-dire le contribuable qui vient aider l'usager, c'est dans les petites collectivités. Dans les grosses collectivités, ce sera encore plus impossible puisque ces budgets sont tenus par le trésorier qui va dire « Ah non, non, vous ne pouvez pas faire une subvention du budget de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo vers le budget annexe. » La propriété des réseaux, le patrimoine, c'est ce que je vais expliquer, va être financé plutôt par des ressources longues, de l'emprunt, des subventions, etc. L'agence de l'eau, alors, qui peut répondre? L'agence de l'eau. Mais par contre, alors j'étais très... Oui, excusez-moi. Attendez, monsieur, c'est mieux de prendre le micro pour que tout le monde puisse entendre si vous avez à vous exprimer. Allez-y. Votre procédé va conduire donc inéluctablement à une augmentation très importante du prix de l'eau. Alors il faut savoir si les élus qui sont décideurs dans cette affaire vont avoir envie de proposer d'augmenter considérablement le prix de l'eau. En tout cas, un certain nombre d'élus, et je fais partie de cela pour l'instant, ne souhaitent pas une augmentation du prix de l'eau. À l'heure actuelle, les gens demandent à ce que l'on maîtrise le pouvoir d'achat. Vous êtes en train de proposer une politique d'inflation que je ne peux pas accepter. Et votre inquiétude, elle est tout à fait honorable, monsieur. Et je suis aussi usager, donc je comprends bien ce que vous voulez dire. Par ailleurs, ce n'est pas mon procédé, hein, c'est le procédé proposé par notre État. J'ai été, je crois, attentive de vous dire, attention, le niveau de service plus supérieur, de meilleure qualité, effectivement, c'est lui qui va renchérir. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut qu'on continue à avoir quand même dans notre pays, peut-être ce n'est pas le cas pour votre région, mais il y a des endroits où il y a carrément des camions-citernes qui sont obligés d'amener l'eau. On peut revenir au niveau très ancien d'une eau de mauvaise qualité, où on peut essayer de continuer avec le plus possible de prudence et d'anticipation vers, certes, de meilleures installations. C'est une bombe à retardement, vous avez raison, il y a des réseaux qui sont vieux, anciens. Les remettre à niveau du jour au lendemain, c'est coûteux. Mais si c'est bien pensé, et je crois que nos intervenants l'ont dit,
penser à l'avance, réfléchir, faire les plans pluriannuels d'investissement, ne pas se lancer dans n'importe quel investissement, mais essayer de mutualiser. Je crois que dans cette proposition qui nous concerne tous, il y a peut-être à réfléchir et à en voir les aspects peut-être plus positifs que uniquement de se mettre contre en disant « Ah, ça va coûter plus cher ». On comprend cette démarche, on comprend votre inquiétude, mais la réponse, ce n'est pas de se mettre la tête sous l'oreiller, quoi, comme les autruches. Michel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Jacques, bonjour. Dans un premier temps, la CALI aura un budget annexe pour l'eau et l'assainissement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, l'eau continuera à payer l'eau. Après, plus tard, quand on aura d'autres, quand on aura plus fédéré, peut-être les investissements. Mais aujourd'hui, si tu veux, l'eau du syndicat du Nord Libournais paiera les installations du Nord Libournais. Globalement, hein, ça fera dans la caisse CALI, mais tant qu'on n'aura pas projeté, tant qu'on ne sait pas où on ira, si tu veux, on va laisser la base de chaque syndicat existant. Et je voudrais... Je ne mets pas en doute ta bonne volonté. Je mets en doute finalement la finalité du système. Et donc, il ne me paraît pas possible de concevoir la réalisation de cet objectif sans augmenter considérablement le prix de l'eau, dans la mesure où on nous a fait bien comprendre que ce n'était plus la peine de compter sur les subventions. Ça, c'est sûr que les subventions, c'est notre histoire. Mais l'agence Adour-Garonne n'est pas là, donc on va pas parler pour eux. Oui, non, mais ils ont écrit, oui, mais je sais, oui, qu'ils ont changé un peu leur cap de subvention. Mais Jacques, ce que je peux te dire, qu'on se revoit dans 10 ans, et puis on verra si je ne vais pas faire comme Bruel, mais... C'est ça, c'est presque le titre d'une chanson quand même. Hein. Voilà, je ne vais pas faire comme Bruel, mais laissons le temps au temps et nous mettre en place, parce que nous aussi, on y va parce qu'on est contraint forcé. Hein. C'était pas la priorité de la CALI de s'engager là-dedans. Donc, c'est une obligation, on l'assume, mais on aurait pu passer entre les gouttes, on l'aurait fait aussi. Hein. Juste une petite précision pour peut-être vous rassurer. Nous, on couvre la France entière, donc on a un regard national. Les moyennes au niveau national, c'est que le taux de renouvellement des réseaux est aujourd'hui de 160 ans, là où il devrait être de 60 ans. Donc, il y a sûrement des endroits chez vous, en Gironde, où vous avez fait les travaux régulièrement et finalement, la culbute financière ne se fera pas parce que vous avez bien entretenu vos réseaux avec le prix de l'eau que vous avez en ce moment. Par contre, il y a des territoires qui ont beaucoup moins anticipé, qui ont moins investi, et notamment depuis la crise de 2008. Et du coup, il y a un retard qui a été pris et il faut le rattraper. Et ça, c'est pour garantir le service aux usagers. On a aussi 1 litre d'eau sur 5 qui part dans les fuites. Encore une fois, c'est une moyenne nationale. Si c'est de l'eau propre qui retourne dans les nappes, très bien. Si c'est de l'eau plus ou moins propre, ça pose un souci. Donc, c'est tous ces enjeux qu'il faut avoir en tête. Et encore une fois, là, on vous explique globalement la manière de s'organiser et d'anticiper ces futurs transferts de compétences ou ces transferts éminents pour les communautés d'agglo. Votre situation locale est peut-être saine et il y a juste la question de la réorganisation de la maîtrise d'ouvrage qui est sur laquelle vous devez réfléchir pour améliorer la performance du service, peut-être. Mais c'est à vous de voir. Monsieur, vous aviez une question. Oui, par rapport... On vous entendait bien, allez-y. Oui, je suis M. Omazé, président du syndicat des Deux Rives à Podensac. Par rapport à ce que vous venez de dire, vous n'avez pas l'impression que les bons élèves qui ont fait du renouvellement de réseau depuis des années, d'à peu près 1,5% de leur réseau, vont payer pour ceux qui n'ont rien fait depuis 50 ans? Parce que c'est là le problème. On nous regroupe, pourquoi? Parce qu'on veut que ceux qui ont de bons résultats et puis qui ont bien travaillé financent ceux qui n'ont pas bien travaillé et qui n'ont pas de bons résultats. Alors, qui répond? Alors, moi, j'aurais peut-être une remarque. Sylvie, tu me corriges, mais il n'y a pas de transfert de charge dans le cadre du transfert de compétences eau et assainissement, puisque ce sont des budgets séparés. Et autre chose,
je parle pour les communautés de communes, rien ne vous empêche, encore une fois, pour les communes qui n'ont pas du tout investi, de commencer à essayer d'améliorer la connaissance de leur réseau, de voir dans quel état ils sont, et puis de profiter des financements, parce qu'il y en a malgré tout dans le cadre du 11e programme, on les a mis en annexe du petit guide qu'on vous a apporté, de l'agence de l'eau, en complément aussi du département, et puis aussi des offres de prêts qui vous permettent de lisser les investissements dans le temps pour essayer de rattraper le retard. Et on a bien conscience que la période n'est pas favorable avec la baisse des dotations et toutes les compétences que les communautés ont dû récupérer dans ce dernier mandat très bousculé par la réorganisation territoriale. Pour autant, effectivement, les bons élèves, dans le cadre de l'eau, il y a la question de la solidarité aussi territoriale, amont-aval, et donc on raisonne désormais à l'échelle des bassins versants, quoi. Monsieur. Oui, je voulais faire une petite intervention. Je suis élu dans une commune et directeur du syndicat des eaux des deux rives. Moi, la question que je me pose, c'est la question de la taille de ces collectivités. Ça fait des générations et des générations qu'on passe en recherche de l'optimisation parfaite, de la centralisation à la décentralisation, et puis la génération suivante, on se dit « Ah ben on a fait une bêtise, donc on va recentraliser ». Aujourd'hui, quand je vois ce type de carte et quand je vois déjà la taille des syndicats existants, je veux dire, quelle est la taille optimale que l'on estime être la bonne pour obtenir les bons résultats? Pourquoi? Parce qu'on a tous quand même constaté que plus les structures grossissent, plus, contrairement à ce que j'ai entendu, on n'a pas des prix qui baissent, ça c'est pas vrai. On a des structures qui sont de plus en plus génératrices de coûts annexes et au final, on perd le service à l'usager, on gaspille une grosse partie des ressources sur du fonctionnement interne. Donc je pense qu'on partage tous à peu près les mêmes constats. Mais quelle est la vraie bonne taille? Et il me semble que c'est ça le sujet. Alors, si on parle de manière très pragmatique, déjà, la première vraie bonne taille, c'est le rapport du nombre d'abonnés au kilomètre. En dehors de toute considération politique, aujourd'hui, on est malheureusement confronté à une réorganisation territoriale qui se fait par affinité personnelle. On est copain avec l'un, on est fâché avec l'autre, donc on va essayer de construire des territoires, non pas pour obtenir une performance, mais par affinité personnelle. Et je pense qu'on est complètement dehors de la plaque. La seule ressource, puisqu'on parle de financement, c'est la recette. La recette, puisqu'on parle de la règle qui consiste à dire on finance l'eau avec l'eau, eh bien l'eau avec l'eau, pour la financer, c'est le nombre d'abonnés au kilomètre. Et ça n'est rien d'autre. Et ensuite, une fois qu'on a cette clé primordiale, l'autre clé, c'est d'être en capacité, avec ce bon ratio, d'entretenir un patrimoine. Voilà. Alors après, c'est cette échelle de collectivité, moi, qui me pose souci, quoi. Et dernier point de mon intervention, le mélange des genres en matière de budget, je suis désolé, mais quand je vois le 11e programme où on a une entité qui nous explique que, à travers les prélèvements qu'elle fait sur nos factures, on va financer de la GEMAPI, et je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en plein dans le mélange des genres? On n'est plus du tout dans l'eau paie l'eau, l'assainissement paie l'assainissement. Voilà. Et quant à l'énervement de certains élus, que je peux comprendre, on est passé à des financements qui étaient de l'ordre de 15 à 20%, parce qu'on parle des fuites d'eau, on parle du besoin absolu de renouvellement de réseau. Or, le 11e programme nous dit, eh ben, les programmes de renouvellement de réseau, c'est terminé, on va royalement vous donner, on va vous offrir les intérêts sur 10 ans à 1,5%. C'est-à-dire qu'en réalité, on est passé d'un financement qui était de 15 à 35% au remboursement d'intérêts de 1,5% sur 10 ans. On se fiche de la figure des gens, quoi. Voilà. Je ne parlerai pas sur l'agence de l'eau, mais sur la taille des collectivités, moi, je n'ai pas de réponse.
quelle est la taille? Tu as raison, c'est plutôt l'abonné au kilomètre. Mais la taille des collectivités, est-ce qu'il faut une collectivité avec 5 000 abonnés, avec 15 000, avec 20 000? Je ne sais pas. Un critère important. Non. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des impositions de par la loi, en jaune, là, les traits en jaune, ce sont les limites des CDC et des communautés d'agglomération. Si on appliquait bêtement la loi, ça veut dire qu'en 2026, on aurait ce paysage-là et on aurait des collectivités qui seraient les collectivités en jaune. Bon, il faut savoir quand même, vous le savez, qu'il y a quand même la loi assouplie à ce niveau-là, c'est-à-dire que des syndicats intercommunaux, à condition qu'ils deviennent des syndicats mixtes, peuvent perdurer à condition qu'ils soient au moins sur 2 communautés de communes. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas forcément ce paysage-là en 2026. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu le premier projet qu'on a eu, tu rappelles-toi, pour 2015, le premier projet du schéma de coopération départementale, de coopération intercommunale, le projet qui était présenté en 2015, il ne restait plus que 15 collectivités en Gironde. On est d'accord. Le premier schéma de 2013, tout le monde a crié au loup en disant « vous nous prenez à la gorge, on ne va pas y arriver parce qu'on ne s'était pas préparé ». Et puis on a dit ben, « finalement, on va vous laisser le temps ». Et la fois d'après, la loi NOTRe, on a entendu les mêmes dire ah, « oui, mais on n'était pas préparé ». Et là, on nous dit « mais vous allez vous préparer pour 2026 ». Ce qu'on entend, nous, dans le monde rural, c'est qu'à partir du moment où les élus ont entendu que rien n'allait se passer jusqu'en 2026, tout le monde a refermé les dossiers en se disant « de toute façon, si ça se trouve en 2026, tout sera annulé ». Et malheureusement, je pense que c'est un vœu pieux, à moins de faire une communication très importante au niveau des élus pour les sensibiliser à travers le besoin de se préparer. Aujourd'hui, les 3/4 pensent que c'est terminé, le dossier est clos, c'est plus la peine de s'embêter avec ça. C'est ça qu'on entend tous les jours. Juste en complément, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs syndicats au sein d'une même intercommunalité, à condition qu'ils n'exercent pas la même mission au même endroit. Donc ça, c'est logique. C'est comme pour la GEMAPI, il y a une sécabilité à la fois fonctionnelle et puis géographique. Et puis vous pouvez, alors moi non plus, on n'a pas de taille moyenne de gestion raisonnable, optimale pour ces compétences. En revanche, on a des exemples au niveau national qui ne sont pas forcément adaptés à votre département. En Vendée ou en Alsace, ils ont une gestion départementale, mais pour autant, ils ont gardé une gestion différenciée par entité qui est très performante et très intéressante. Donc ça peut être aussi un modèle dont vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez faire un mix, vous pouvez mélanger de la gestion en régie ou via des transferts au syndicat. Tout ça, ça reste possible après le transfert, si vous partez sur un transfert dès maintenant. Vous voulez préciser quelque chose? Oui, juste un point. Une communauté de communes et une commune peuvent faire un syndicat. Oui, donc ça, c'est possible. Vous le disiez, il suffit maintenant d'avoir 2 collectivités. Tout ce qu'on évoque là, c'est des évolutions de la loi NOTRe qui était effectivement un vrai carcan quand elle est sortie et dont on s'est rendu compte qu'elle était difficilement applicable compte tenu de la réalité de ce qu'on appelle des compétences de réseau qui traversent les frontières administratives et qui ont quelquefois absolument pas du tout le même sens. Hein. Un fleuve, un cours d'eau, vous ne le faites pas passer le long pile de la frontière de la communauté de communes. Il a un autre cours. Je trouvais très intéressant votre intervention, monsieur, parce qu'effectivement, elle bouscule un peu une idée qui est une tradition de l'interco, qui est d'avoir dans une compétence l'investissement et le fonctionnement qui fonctionnent ensemble, qui sont complètement ensemble. On voit bien que sur les investissements, il faudrait avoir une taille large et pas mal d'abonnés au kilomètre carré pour pouvoir financer le renouvellement d'un réseau. Alors que pour le fonctionnement, c'est des compétences de proximité. On a vraiment besoin du travail qu'on fait beaucoup d'élus, bénévolement, de venir s'occuper, suivre le service de l'eau, répondre aux habitants, aller ouvrir une vanne la nuit quand il faut le faire. Nous, c'est ce qu'on entend. Il y a une sorte de même des heures qui ne sont pas comptées. Hein. C'est du temps, c'est une compétence de proximité dans son fonctionnement, alors que pour financer l'investissement, il faut un effort qui est probablement
qui dépasse les 200-300 habitants qui habitent là. Et cette difficulté, elle n'est pas résolue encore par la loi, puisque c'est un petit peu comme pour l'école, on a séparé dans la compétence école le fonctionnement et l'investissement, les bâtiments scolaires, mais là, pour l'eau et l'assainissement, ce n'est pas du tout encore un sujet en question, alors que le patrimoine, il est communal, mais il est aussi national, pratiquement, hein, puisque c'est quand même... on voyage tous dans différentes communautés et on boit de l'eau partout. Voilà. Donc, question très intéressante, mais non résolue, je dirais. Une dernière question, monsieur. Merci. Florian Guillot, vice-président du syndicat du QZD. Tous ces propos m'amènent à penser qu'on est devant un problème qui a 3 composantes. La première composante, c'est le besoin des usagers à ce qu'on leur livre un service valable. La deuxième, c'est les impératifs techniques, géographiques, topographiques, etc. Donc la ressource en eau ou bien l'existence d'exutoires. Et la troisième exigence, c'est troisième point, c'est l'approche, comment pourrais-je dire, philosophique du problème. Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années, et les collègues en ont parlé avant, c'est qu'on est face à une administration centrale qui pense que en faisant de grosses masses, on arrive à résoudre le problème. C'est-à-dire on le prend à l'envers. On dit on crée une grosse masse et on va résoudre. Alors que finalement on s'est aperçu que les élus locaux et les administrations locales ont réglé les problèmes, peu ou prou, mais on les ont quand même réglés, avec des dimensions complètement différentes. Ils se sont adaptés aux réalités physiques et aux réalités sociologiques. Alors là, on impose de grandes structures. Et on a vu au fil du temps, dans les années 50, on pensait que quand on faisait d'énormes structures, on gagnait sur les frais de fonctionnement. On s'est aperçu que c'est le contraire. Dès qu'on crée des structures imposantes, il y a des coûts endogènes qui viennent grossir. Et qu'est-ce qui va se passer dans la Cali? Je ne veux pas jouer les Nostradamus, mais il va se passer ce qui s'est passé ailleurs. À un moment donné, quand tout sera bien centralisé, il va se trouver une administration de ce service qui va être obligée de grossir. Et on va créer des besoins qui vont en rien amener une amélioration de service aux usagers. Alors, madame a parlé justement du rôle des élus qui font, sur les petites collectivités, les élus pallient le manque de personnel. Donc, ce sont des frais qui ne sont pas supportés par les usagers. Mais ces frais-là, dans des grosses structures, ils sont supportés par les usagers. Ce qui fait, je rejoins ce que dit M. Mogin. Non seulement vous aurez à faire des investissements, parce que le fait de créer une grosse structure amène nécessairement l'idée de rassembler, de faire des réseaux communs, sans se dire, après tout, on peut très bien avoir des réseaux non communs qui fonctionnent bien et qui apportent la satisfaction aux usagers. Non, philosophiquement, on va se croire obligé de créer des structures générales. Et ces structures, quand vous avez créé des filières qui vont aller du nord au sud ou de l'est à l'ouest, que sais-je, peu importe, parce que c'est la philosophie du système, vous allez créer des coûts supplémentaires qui ne vont pas nécessairement amener une amélioration du service. Moi, je pense que dans un pays où on raisonne d'une façon pragmatique, on n'aurait pas résolu le problème comme ça. On aurait dit, voyons les problèmes qui se posent point par point, région par région, et on les règle en fonction des données techniques, des données réalistes, et pas des données de raisonnement administratif. Là, actuellement, le pays paye, à tous les niveaux d'ailleurs, on l'a bien vu, paye des choix philosophiques d'une certaine partie des dirigeants de notre pays. C'est pas plus bête que ça. Je vais vous laisser faire une courte réponse. Très courte. Vous bouclez exactement avec la façon dont les personnes sont intervenues au début. Ils ont commencé en disant d'abord une phase d'étude. Donc vous avez raison, prenons le temps de réfléchir, faisons ce diagnostic territorial, objectif. Pour le moment, vous avez encore beaucoup de temps et effectivement la loi peut, vous l'avez dit certains, peut encore changer. Donc restons mobilisés sur les questions de fond, restons mobilisés sur la réalité des diagnostics. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ceux qui connaissez le mieux le territoire. À Paris, vu de loin, ils ne savent pas. Donc il faut faire absolument remonter les réalités
et ce que vous souhaitez, ce qui semble être le mieux pour vos territoires, il n'y a que comme ça, et en faisant là ce qui a été conseillé, c'est-à-dire cette phase de diagnostic, elle est indispensable, mieux elle sera faite, et mieux on pourra ensuite demander à être pris en considération sur des organisations qui correspondront à chacun des territoires. Mais se fermer les yeux, ça, c'est pas la bonne solution. Je vous remercie tous. Merci à nos intervenants. Merci à vos nombreuses questions. Notre première conférence se termine. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une deuxième conférence sur le fascicule 74. Merci à vous. N'hésitez pas à prendre des petits guides. Et n'hésitez pas à venir vous servir en petits guides qui répondront peut-être à certaines de vos questions et de vos inquiétudes.